nous a quand même coûté un peu cher cette journée, le temps des chiens, comme on le dit souvent. Normalement, nous devons commencer comme prévu à 14 h. Mais bon, que voulez-vous, l'homme propose et qu'il dispose. Mais de toutes les façons, vraiment, nous avons fait le nécessaire pour qu'on soit là. Et je crois que maintenant, en tout cas, nous allons débuter notre séance. Tout le monde a reçu une invitation pour la journée d'aujourd'hui, qui est rien qu'un forum que nous avons intitulé Forum 2010 à Bruxelles, dont nous avions voulu associer nos compatriotes et nos amis, tant de l'extérieur comme de l'intérieur de la Belgique. Nous allons commencer notre journée. J'aimerais d'abord commencer par remercier l'Assemblée et après nous allons poursuivre notre programme. Nous avions avec nous la table ici, nous avions M. Zico Nelson, qui est le chargé des relations extérieures de notre groupe Clément. Et nous avions aussi Da Silva, qui est le chargé des communications. Et nous avions notre administrateur général adjoint qui est assis à côté, les secrétaires et d'autres membres du conseil d'administration qui sont avec nous ici. D'abord, j'aimerais bien présenter un de nos responsables de l'association angolaise qu'on appelle CAB, Papa Miala, qui est avec nous aussi, et d'autres membres qui étaient invités de l'Église qui sont présents ici. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je me permets, au nom du conseil d'administration du groupe de recherche et d'études des migrants angolais, en agrégé Clément, de remercier votre présence à cette rencontre, dénommée Forum Bruxelles 2010, organisée par notre association pour la 35e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Certes, votre présence dans cette salle fait objet d'un signe d'encouragement et de partage à cette tâche qui nous incombe en matière de recherche et d'éthique. Cependant, ce forum représente pour tous et toutes un espace d'échange des savoirs et des savoir-faire, dont chacun de nous pourrait contribuer dans la mesure de ses compétences et de son expérience dans le but de dégager des pistes rationnelles et appropriées relatives au thème du jour intitulé 2012, les élections présidentielles en Angola et la suppression du suffrage universel direct. Il est vrai, et sans ambiguïté, notre groupe a un caractère associatif, lequel est constitué par des migrants angolais résidant dans le royaume de Belgique. Donc, en termes clairs, il est apolitique, mais composé des membres de toutes les tendances politiques confondues. Au contraire, cette diversité est une garantie de notre objectivité analytique. Ainsi, notre groupe de recherche et d'études des migrants angolais n'étant pas une association nocive au gouvernement angolais, ni contre les partis au pouvoir. L'objectif de notre démarche d'aujourd'hui n'est pas de juger le gouvernement, ni le président de la République, son Excellence José Eduardo dos Santos. Sincèrement,
Nous aimerions être le groupe de la société civile les plus actifs de la diaspora, avec l'idéal d'aider nos compatriotes dans leur cheminement à découvrir de nouveaux chantiers et de nouveaux horizons. Quant au choix du terme, ceci étant une réponse que notre groupe tient à contribuer de façon analytique sur base des accords de paix signés à Mouchy, qui a ranimé la flamme de l'espoir et nous a projeté dans un avenir où tout le monde souhaite prospère, paisible, aussi dépourvu de toute vérité et division partisane. Dans le souci d'une paix durable et d'une démocratie équilibrée, notre groupe interpellé peut-être aussi d'autres compatriotes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Angola, voire au niveau international. À ces jours mémorables, nous serons tous animés d'un esprit d'ensemble en fait de conjuguer nos efforts comme pierre angulaire pour le développement harmonieux de notre cher pays, l'Angola, tout en plaçant les intérêts de la nation au-dessus des préoccupations personnelles. Pour la réussite de cette tâche, notre association a besoin de votre soutien dans intellectuel, moral, psychologique, logistique, voire financier. Pour terminer, je vous remercie une fois de plus de votre présence à ce forum de Bruxelles 2010. Vive Gréma, vive l'unité angolaise, vive l'Angola. Merci. Bon, nous allons entrer dans notre exercice d'aujourd'hui. Je vais au moins tirer l'attention que pourquoi nous avions opté la langue française. Je sais bien qu'il y a aussi des gens qui sont ici, qui savent bien que nous sommes en Belgique, dont la langue officielle qui est utilisée ici, c'est le français et le néerlandais. Nous avions pensé aussi, parce qu'on devait recevoir aussi certaines autorités de ces pays, certaines personnalités, et nous avions opté de parler en français. Mais ceci n'empêche pas que des interventions puissent se faire dans une autre langue du pays qui est le portugais. Donc, à tout moment, quand je dois présenter les orateurs du jour, il y a un qui va s'exprimer en français et il y a aussi l'autre qui va s'exprimer en portugais. Donc, nous avions ce qu'on appelle l'ouverture des choix de langue. Si vous pouvez s'exprimer en portugais, vous pouvez s'exprimer. Ceci n'est pas un obstacle pour ce forum. Alors, dans l'immédiat, je présente le premier orateur qui est notre chargé des relations extérieures, qui va au moins entrer dans la matière. Quel type de matière? Il va vous exposer de façon méthodique, illustrer cette problématique des élections en Angola et aussi ses effets dus à la suppression de ces suffrages universels qu'on appelle direct. Je passe la parole à Zico pour animer. Voilà, merci Monsieur l'administrateur pour la parole que vous m'avez accordée. Je vous remercie encore de nouveau pour cette possibilité que vous m'accordez et je remercie l'Assemblée qui est venue pour écouter les conclusions des travaux d'agrément en tant que groupe de recherche et d'études de migrants angolais. Vous l'avez bien dit, ensemble, on peut faire évoluer les feux si chacun apporte son morceau de bois. Aujourd'hui, nous venons avec le texte que nous, on a pensé, mais on pense qu'à la fin de ces textes, chacun qui notera quelque chose, les idées qu'il donnera, les idées qu'ils donneront constitueront les petits bois qui doivent s'ajouter à ces petits feux qui un jour pourra devenir grands. Merci.
Le canevas de mon intervention se constitue de la manière suivante. Nous avons d'abord la présentation des gréements, qui sommes-nous, et puis on doit introduire les sujets pour lesquels nous avions dit nous allons penser ensemble. Dans les chocs des idées jaillit la lumière, c'est-à-dire les élections pour 2012, et on doit analyser. Ensuite, je crois que mon collègue à côté essaiera de faire la même chose mais en portugais, et comme l'administrateur l'a dit, nous allons entamer le débat, et les éléments que nous allons recenser par-ci par-là nous permettraient de constituer un document que nous voulons tous, nous voulons tous dynamique pour un Angola nouveau. Qui sommes-nous? Nous sommes des Angolais qui ont décidé de relever un défi malgré l'éloignement de l'Angola. Et pour y arriver, nous avons eu l'idée de fonder sous forme d'une association un groupe de réflexion réunissant des migrants angolais qui résident en Belgique. Et comme pour toute entreprise, comme d'aucuns le sait, c'est après moult et tractations qu'il y a eu un certain samedi 17 août 1997 la réalisation de ces projets. Ces jours-là, nous sommes quelques Angolais de Bruxelles, de Verviers, de Liège et d'Anvers, réunis dans un modeste café près de la gare de Midi, déterminés à donner naissance au groupe de recherche et d'études pour le développement de l'Angola, GREDA en sigle. Nous étions une dizaine, peut-être un peu plus. Nous voulions relever un défi, comme je l'ai dit tantôt, celui de rassembler des hommes et des femmes capables de penser et de réfléchir au développement de l'Angola. Peu importe le peu de moyens dont nous disposions à l'époque, très peu sont ceux qui, de l'extérieur, ont cru à la longévité de notre projet. Pour beaucoup d'entre eux, notre initiative était vouée à l'échec. Et pourtant, nonobstant les difficultés rencontrées, GREDA, tel un roseau, a plié mais ne s'est jamais rompu. Notre volonté d'exister a toujours été supérieure au découragement et à l'anéantissement. Pour nous tous, les difficultés liées au manque de financement du groupe ne pouvaient pas justifier la dissolution. Il fallait tenir à tout prix. Et certes, mes frères et sœurs, messieurs et mesdames, certains de nos camarades ont abandonné le groupe, convaincus de son incapacité à atteindre ses objectifs. Mais nous sommes restés fidèles à notre engagement. Et c'est ainsi que, durant les premières années de l'existence de GREDA, notre vent et marée, contre vent et marée, nous avons navigué avec les modestes moyens dont nous disposions. Le 25 septembre 2006, une nouvelle orientation est donnée au groupe. L'ancienne direction, après une profonde réflexion, propose la refondation de l'association et le changement de la dénomination. GREMA, Groupe de recherche et d'études des migrants angolais. De nouveaux objectifs faciles à évaluer sont définis. Un nouveau conseil d'administration plus restreint est mis en place. Un nouveau logo, un nouvel esprit. Ces changements viennent renforcer notre détermination à fournir plutôt plus d'efforts tout en gardant à l'esprit l'un des fondamentaux de notre groupe, qui est le développement de l'Angola. C'est à ce titre d'ailleurs que le développement de l'Angola reste une préoccupation pour nous tous, raison pour laquelle vous êtes là. Toutefois,
Nous nous assignons l'insertion et l'intégration de l'Angolais dans la société belge comme notre priorité, entre autres. À cet effet, des projets sont en gestation au sein du groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs et donner une meilleure visibilité à notre association. Les conseils d'administration qui veillent à l'accomplissement de ces projets se composent de 10 personnes, élues pour un mandat de 5 ans. Nous avions M. Edouard Beloa Gombo en tant qu'administrateur général. L'administrateur adjoint, cette tâche revient à M. Grégorion Tsumbumbala. Le secrétariat administratif, on a attribué ça à M. Eduardo Scotti Makiese. Et la trésorerie revient à M. Pedro Ndilu Souzini. M. Alverso Georges Paulo assume le rôle de secrétaire à la stratégie et projet. M. Luvumbu Kumu Kikanda, il constitue l'équipe des conseillers, à côté de M. Eduardo Caristo, qui essayent d'accomplir leurs tâches de conseillers pour nous aider à bien évoluer. Nous avions les chargés des questions économiques. Cette tâche revient à M. Antonio Pires. Et comme toute bonne association, au sein de laquelle doit avoir un chargé des relations publiques, et cette fonction revient à M. moi, M. Nelson Tico, votre modeste modérateur. Orateur. M. Masunguna da Silva occupe le poste de responsable de la communication. L'histoire des Grémois n'est pas très riche pour des raisons significatives. Mais en organisant ces forums, le premier de son existence, nous, migrants angolais en Belgique, réunis au sein de ces groupes, nous voulons rendre visible et constituer de facto un noyau, aussi minime soit-il, d'une intelligence collective au service de notre pays. Nous rappelons ici que notre groupe est apolitique, mais notre affiliation à divers partis politiques comme UNITA, PRS, PDP-ANA, MPDA, FNLA, MPLA, PNA, voire FEFAC, etc., ne constitue nullement un facteur de désunion. Au contraire, comme le disait tantôt M. l'administrateur, cette diversité est une garantie de notre objectivité analytique. Sincèrement, nous aimerions être un groupe de la société civile le plus actif de la diaspora pour aider nos compatriotes dans leur cheminement à découvrir de nouveaux sentiers et de nouveaux horizons. Nous voudrons partager avec les autres les valeurs de solidarité, d'amour et de respect. Nous sommes un petit groupe qui est né il y a 13 ans et qui veut grandir, grandir, grandir. Du coup, je m'en vais entamer l'introduction, enfin, disons, l'ossature de ce pourquoi nous sommes réunis, qui a été placé dans les affiches: élection présidentielle en Angola et suppression du suffrage universel direct. Dans un contexte général, et d'aucuns le savent, l'élection est une notion relative. En effet, le mot élection en latin, electio, qui vient de ligere, veut dire choisir. Ce mot traduit dans les faits les choix que l'on exprime généralement par l'intermédiaire d'un vote. C'est sur cette notion que le groupe de recherche et d'études des migrants angolais de Belgique Gréma, en ce jour du 11 novembre 2010, jour de l'indépendance de l'Angola,
et nous avions commencé notre journée, vous l'avez remarqué, par l'exécution de l'hymne national de notre pays pour lequel nous sommes très fiers. C'est en ce jour que Gréma voudrait porter son attention à travers ses travaux de recherche et de réflexion. Le système électoral angolais, pomme de discorde au sein des classes politiques angolaises, est un sujet qui divise et passionne. Son utilité dans le système politique angolais, sa légitimité, son organisation et sa régularité dans le temps, eu égard aux perturbations qu'il cause dans le camp du pouvoir, méritent, nous, en tant que des chercheurs, des étudiants, enfin, des observateurs, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Raison pour laquelle on est là. Pour se donner le temps d'une réflexion. Une réflexion qui, à notre avis, doit impérativement conduire les Angolais à une meilleure compréhension de la situation créée par le pouvoir en place en abandonnant le principe du suffrage universel. En général, dans nos pays, plusieurs sortes de groupements composent nos sociétés. Des groupes politiques, syndicaux, religieux, culturels, sportifs et que sais-je encore. Et nous le savons tous que dans ces groupes, dans tous ces groupements, l'élection, sous des formes différentes, est utilisée par les adhérents pour choisir leurs dirigeants, organiser leur groupement et donner par la même occasion une légitimité aux personnes choisies. Dans un groupement culturel, la finalité n'est peut-être pas la même que dans un groupement politique ou d'une Miss à la beauté étonnante ou encore du meilleur joueur de football pour un groupement sportif. De manière générale, l'élection est devenue, en politique comme dans d'autres domaines, de manière générale, l'élection est devenue un outil indispensable à l'expression des sans-voix et utile à la démocratie. Sur le plan purement politique, c'est grâce aux élections que les observateurs et tous ceux qui ne détiennent aucun pouvoir politique dans le monde déterminent les degrés de démocratisation d'un pays. Les termes élection semblent être apparus au XIXe siècle. Ça, j'essaie de faire un petit rappel historique. C'est apparu au XIXe siècle en Angleterre. C'est là que, pour la première fois, dans les soucis de donner au peuple les droits de choisir ses dirigeants, des élections furent organisées pour élire ceux qui allaient diriger les collectivités locales. Plus tard, c'est en Amérique du Nord que le système de vote sera mis en place avec l'organisation des élections libres. En Angleterre, en Amérique du Nord, comme ailleurs, le terme élection renvoie à un ensemble de procédures. Recensement de la population, on le voit d'ailleurs quand il y a des élections ici, parce qu'en Belgique il y en a tout le moment. Recensement de la population, ici on ne recense pas parce qu'il compte déjà avec le numéro de registre national. Enregistrement des électeurs, établissement des carnets d'électeurs, présentation des listes des candidats, organisation des bureaux de vote, dépouillement des bulletins de vote et proclamation plutôt des résultats, qui aboutissent enfin au choix de ceux ou celles qui bénéficient de la confiance des électeurs. Seulement, sur le plan pratique, il n'y a pas d'uniformité à cet effet, car cette notion varie d'un État à un autre, d'un groupe social, d'un groupe syndical, d'un groupe culturel, religieux à un autre. Ce qui est déterminant parfois, et souvent, ce sont les enjeux au bout de cette procédure. À travers ces modestes documents, élaborés par ses membres,
c'est l'importance des élections dans la vie politique de l'Angola qui vraiment, pour des recherches de migrants angolais, s'apprête à analyser. C'est un travail qui revêt un intérêt très particulier. Un intérêt très particulier quand on sait que à quel point les élections sont un sujet à controverse en Angola. En 33 ans de pouvoir, 2 élections ont été organisées dans le pays. Beaucoup le savent. 1992 et en 2008. Aucune élection présidentielle, celle de 1992, le deuxième tour de l'élection présidentielle ayant été annulé, à part ça, aucun autre n'a été organisé. Aucune élection présidentielle, donc, à part celle de 1992, n'a encore eu lieu en Angola. Pourtant, le pays est dirigé depuis 1979 par le même pouvoir. Très peu de recherches et d'études ont été consacrées à cet aspect de la vie politique angolaise. Nous pensons, nous, vraiment, pouvoir, avec ces modestes documents, inaugurer de nouvelles pistes de réflexion. Car en Angola, si on s'intéresse au problème qu'engendre le manque d'élections dans ces pays, rarement on s'interroge sur le rôle joué par les institutions censées d'organiser la société. Ainsi donc, nous tenterons dans ces documents d'apporter sans passion notre analyse de la situation à nos compatriotes et à tous qui est présent, à tous ceux qui luttent pour la démocratie dans le monde aussi, qu'ils puissent comprendre les vraies motivations d'une situation très atypique que vivent les Angolais. Notre but n'est pas d'élaborer de nouvelles approches pouvant servir de support à celles que le pouvoir met en place en Angola. Nous voulons simplement contribuer. Nous voulons contribuer à la compréhension de la situation en partant des incohérences commises par ce même pouvoir et son gouvernement. Et ça, et ceci, ou cette démarche, nous le ferons sans parti pris. Ainsi, je passe à l'analyse du sujet. Et pour y arriver à fond, nous avions pensé un rappel historique, sinon géographique, pour d'aucuns qui auraient déjà oublié qu'est-ce qu'il y a là. Et après, nous allons poursuivre notre thème. L'Angola, officiellement République d'Angola, est un pays situé à la charnière de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Ouvert sur l'océan Atlantique, le pays est limité au nord par la RDC, Congo-Kinshasa, et à l'est par la Zambie, au sud par la Namibie. Il est le 7e pays d'Afrique par sa superficie, car en effet, il s'étend sur 1 246 700 km², y compris l'enclave de Cabinda, qui a 7 270 km², qui se situe au nord de l'embouchure du fleuve Congo. L'Angola, dont la capitale est Luanda, est divisée en 18 provinces, elle-même divisée en 139 districts, ces provinces donc. Il est le 2e pays lusophone par son étendue, après le Brésil, et 3e par sa population, après le Brésil et le Mozambique. Il occupe un territoire assurant la transition entre l'Afrique francophone au nord et l'Afrique anglophone au sud. Il est bien positionné. C'est un peu comme la Turquie. En 2006, la population est estimée en 13 millions d'habitants. Ces données sont approximatives parce qu'avec la guerre civile, que nous connaissons tous, et la famine qui a sévi le pays, au moins 2 millions de nos compatriotes, 2 millions 100 personnes sont directement touchées par les conflits. Et plus d'1 300 000 d'autres se sont déplacés
se sont déplacés à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Cette situation n'a pas altéré les rapports existants entre les ethnies, ce qui est très intéressant. La démographie dans ces pays a conservé presque la même configuration. Parmi les diverses ethnies qui peuplent l'Angola, 4 grands groupes forment près de 3/4 de la population. Nous avons les Ovibunus, qui occupent 37%. Nous avons les Bou, qui occupent 24%. Nous avons les Bakongo, qui occupent 13,2%. Et les Lunda Chokwe, qui occupent 6% de cette population. Le portugais est resté la langue officielle de l'Angola après l'indépendance en 1975. C'est peut-être le seul lien qui continue à unir les Angolais avec ce pays, le Portugal. Car l'Angola est un pays qui n'a jamais rompu avec la guerre depuis le début de la lutte armée de la libération en 1961, à laquelle a succédé la guerre civile en 1975, date de l'indépendance du pays, jusqu'en 2002, date de la mort du docteur Jonas Malheiro Savimbi, chef militaire de l'UNITA. Durant tous ces temps, les priorités des belligérants ont toujours été plutôt d'ordre militaire que politique. Il fallait à tout prix gagner la guerre. Peu importe avec qui on s'allie. Les Cubains et les Soviétiques ont envoyé l'Angola pour soutenir l'Inde. Tandis que les Sud-Africains et les Aïrois, les Congolais actuels, ont traversé les frontières du Nord et du Sud pour apporter leur appui à UNITA. Discrètement, les Américains, qui étaient opposés à toute présence communiste dans la région, ont soutenu Jonas Savimbi. Prise en tenaille entre les forces sud-africaines au sud, excusez-nous, on a oublié d'arrêter nos GSM. C'est quand même un rappel, comme ça on va mettre directement. Merci. Donc, je disais, il fallait à tout prix gagner la guerre, peu importe avec qui on s'allie. Les Cubains, les Soviétiques, se sont envoyé l'Angola à côté d'un MPLA, et les Sud-Africains, les Aïrois, ils étaient derrière le pays. Mais discrètement, les Américains aussi, qui étaient opposés à toute présence communiste dans la région, ont soutenu le docteur Jonas Savimbi. Prise en tenaille entre les forces sud-africaines et les Aïrois au nord, le MPLA et ses alliés réduisent alors complètement la capitale et refusent toute négociation avec les frères ennemis. Mais l'occupation par l'UNITA d'une importante partie du territoire national, ce fut un asphyxie. En denrées alimentaires, les premières nécessités, dont la capitale est victime, les oblige à négocier la fin des hostilités. Mais, au cours des négociations, aucune fois le mot élection n'a été répété. Aucune fois on a pensé à l'aspect éligéré, comme on l'a dit à l'introduction, à la fait choisir sous un suffrage quelconque. Le MPLA refusant d'une manière catégorique de partager le pouvoir avec un autre parti politique, il a créé le régime des partis uniques. Pourtant, en 1974, à Alvor, au Portugal, les 3 mouvements de libération, FNLA, UNITA, MPLA, s'étaient accordés pour reconnaître la nécessité des élections dans la future République. Mais, aussitôt les accords signés, les MPLA décident unilatéralement de les ignorer complètement. Même le gouvernement de transition installé à Luanda en janvier 1975, censé de préparer l'accession du pays à l'indépendance, fut incapable de respecter les 10 accords d'Arusha.
c'est l'impasse totale. La Constitution de 1975, ou la loi fondamentale révisée le 7 janvier 1978, ou encore le 1er août 1980, puis en dernière analyse le 6 mars 1991, avec la loi de décembre 1991 sur le pluralisme, cette constitution stipule que dans plusieurs de ces dispositions, les droits du peuple angolais à pouvoir choisir librement par voie électorale ses dirigeants ne rencontrent pas l'écho souhaité auprès du MPLA. Ce refus d'appliquer cette loi conduit le pays à une autre erreur aux conséquences dramatiques. C'est la révision du 6 mars 1991 avec les accords des BICES sur le pluralisme qui ouvre une nouvelle perspective pour le pays. Des élections législatives et présidentielles sont organisées pour la première fois dans le pays. Le résultat sorti des urnes ne reflète pas, selon l'opposition qui crie à la fraude électorale, la réalité politique angolaise. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé après ces élections avec 129 députés du MPLA, 129, contre 70 de l'UNITA et 21 des autres formations politiques qui forment la première Assemblée nationale. Les observateurs de la politique angolaise condamnent le manque de culture démocratique du MPLA qui, selon ces observateurs, ce dernier aurait manipulé les résultats en sa faveur. Aux élections présidentielles, les candidats du MPLA, José Eduardo dos Santos, obtient 49,5%, 57%. Tandis que son adversaire, le docteur Savimbi, obtient 40% du suffrage populaire. Le deux candidats n'ayant pas atteint la barre de 50%, ce qui est tout à fait logique, comme on le voit partout, on a vu ça récemment au Brésil, un deuxième tour était donc prévu. Malheureusement, ce tour n'aura jamais lieu. Et puis, depuis, les mots élection provoquent des démangeaisons dans le rang du parti au pouvoir en place. Même en Rwanda, il n'y a pas de municipalité élue. Il existe juste une sorte de préfecture. Les gouverneurs des provinces n'ont aucune autonomie. Ils sont nommés donc responsables devant le président de la République et son conseil des ministres. Il y a 18 provinces divisées en 139 districts qui sont tous dotés d'assemblées de 55 à 85 membres dépourvus des pouvoirs réels. En 1992, il y eut la fin de l'Assemblée à de pauvres, l'Assemblée du peuple. Ça donnait l'impression d'une nouvelle ère dans l'organisation politique des provinces. Cependant, la tendance de l'accentuation de l'administration directe des provinces par l'État central est plus que grandissante malgré la présence à la tête de certaines provinces des hommes de l'UNITA, confère accord de Lusaka. Est-ce, posons-nous la question, par mépris ou par stratégie politique? Les mots élection libre, vote secret sont bannis du vocabulaire des Angolais en général et en particulier du MPLA. Même pour son organisation interne, le vote secret est interdit. Ça émane un certain nombre de recherches qu'on a essayé de faire pour voir un peu au sein de tous les partis qui composent l'organisation politique de l'Angola. Et là, on a découvert que, un peu là, le vote secret est banni, même dans l'organisation interne. Il est interdit. Pourtant, en
Envisagée sous l'angle des pratiques électorales, l'élection est tout à la fois les comportements des agents impliqués dans un processus plutôt électif et la sociogénèse d'une forme singulière qui est devenue aujourd'hui très familière, c'est-à-dire élection libre et concurrentielle. C'est dire que l'élection ne peut se réduire à un relevé des résultats, qui a gagné, qui n'a pas gagné, à l'interprétation des règles, qui peut gagner, qui est populaire, non. Ou à l'affirmation d'un credo démocratique, qui doit gagner, parce qu'on sait déjà qu'il est fort, il est pape de Weber, je ne sais pas quoi. L'élection doit être analysée comme un fait social, car on votait déjà dans l'Athènes antique, l'Athènes des Périclès ont voté sous la République romaine dans les communes médiévales des pays dits d'élection et plus systématiquement dans les ordres monastiques où, lors des conclaves, bien avant que les trois grandes révolutions modernes, anglaise, américaine et française n'arrivent, ont consacré l'élection comme un principe des règlements politiques des différents et des désignations des représentants. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays qui organisent les élections législatives présidentielles en 1992, donc en Angola? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un droit politique acquis soit remis en question? Il s'est passé beaucoup de choses, en effet. Mais pour cette analyse, nous ne retiendrons qu'un seul élément important. L'adoption d'une nouvelle constitution qui inaugure la Troisième République et introduit un nouveau modèle d'élection présidentielle. Ce changement de la Deuxième à la Troisième République aurait dû être une avancée pour ce peuple, pour ce pays. Mais, malheureusement, ça constitue et ça prouve une véritable régression sur le plan démocratique. Car, en accord avec la doctrine juridique et les sciences politiques, il y a deux facteurs fondamentaux qui déterminent le passage à une nouvelle république. C'est-à-dire, d'un côté, l'adoption d'une nouvelle constitution qui doit introduire une altération profonde des normes constitutionnelles, ça je crois que beaucoup le savent, dans divers domaines de la vie nationale. Une nouvelle constitution doit créer une espèce de rupture avec le passé. Un exemple concret, pour illustrer nos propos, la constitution de 1992, qui a fait la transition de la Première République, je parle bien de l'Angola, à la Deuxième République, et qui est restée en vigueur jusqu'en 1992, pour introduire cette Deuxième République, a apporté des changements significatifs dans la gestion politique du pays et dans la vie des citoyens. La thématique qui doit nous aider à comparer la qualité du changement d'une république à une autre est: est-ce que les changements constitutionnels ont changé la vie des citoyens ou non? Clairement, selon nos observations, le changement de la Première République à la Deuxième République a apporté la fin de l'État totalitaire que nous connaissons, enfin beaucoup connaissent, et des partis uniques. À partir de ces changements, le pays a évolué vers un système démocratique à plusieurs partis politiques. La Première République, qui consacrait un État totalitaire, restreignait la liberté individuelle. Je crois que beaucoup l'ont vécu, car c'était, pour voyager, il fallait plusieurs autorisations. Pour sortir du pays, ce n'était pas un jeu d'enfant comme aujourd'hui. On aura son passeport, on a son visa, et on arrive au Portugal, après c'est Belgique ou ailleurs. Avec la Deuxième République, c'est le retour au respect des libertés individuelles. C'est le passage de l'économie planifiée à l'économie dite du marché. C'est le changement. De la Deuxième à la Troisième République, avec l'adoption de la nouvelle Constitution,
qui a changé? Est-ce que les citoyens angolais, le peuple angolais, sentent l'impact de cette troisième république? Comme je l'ai dit tantôt, changement de chaque république, on le sent. On a quitté l'état totalitaire, on est arrivé à ce qu'on a appelé démocratique, on a eu beaucoup de partis politiques. Maintenant, on nous a proposé la réforme de la Constitution et une troisième république. Qu'est-ce que nous sentons comme impact de ces changements? Non. Pensons-nous. Parce que, sur le fond, l'Angola est toujours un État unitaire, centralisé à outrance et démocratique du point de vue théorique. Le modèle atypique de l'élection présidentielle gravée dans le marbre par la nouvelle Constitution n'est en fait que l'aboutissement d'un processus qui vise la suppression pure et simple de l'élection présidentielle. Le système des têtes de liste, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il existe un système des têtes de liste proposé par le président de la République, qui est exactement le modèle en application dans les monarchies européennes et africaines, où la tête de liste du parti gagnant est de facto, c'est-à-dire de fait même, formatrice du gouvernement ou premier ministre. Comme on a vu, ça c'est Marc de Weber, parce qu'il était tête de liste de NVA, c'est lui, à tout prix, s'il avait plus de 60%, qu'il avait constitué le gouvernement. Dans quelle direction le MPLA a conduit le pays? Revient-on subitement vers l'ancien régime des partis uniques? Tout ça sont des questions, nous on se pose en tant qu'observateurs et chercheurs d'éléments, et on a voulu cette rencontre le jour de l'indépendance en nous posant ces questions, d'attendre les avis d'un de l'autre pour constituer un bon référendum. Le but final, c'est le développement de notre pays. Et on est content pour que vous soyez là parce que ça montre que nous voulons tous que notre pays aille de l'avant. Je disais donc, on revient subtilement vers l'ancien régime du parti unique. Dans le pays africain, celui qui organise l'élection est forcément celui qui les gagne. Ça, on connaît la chanson. Mais peut-être avec Gbagbo au Côte d'Ivoire, il va tomber. Au dernier congrès du parti au pouvoir en Angola, l'actuel président Yampela a été reconduit dans ses fonctions jusqu'au 10 décembre 2014. Les prochaines élections législatives présidentielles, selon le nouveau modèle en application, le modèle de passage deuxième, troisième république tête de la liste, sont prévues dans ces pays en 2012. C'est inévitablement le président du MPLA, M. Edouard dos Santos, qui va conduire lui-même la liste de son parti à ces élections. Quoi de plus normal? Le contraire aurait été surprenant. En 2017, parce que c'est après 5 ans, sauf imprévu, la tête de liste sera choisie par José Edouard Santos qui aurait atteint 75 ans d'âge, mais gardera la direction du parti, puisqu'il sera forcément reconduit de nouveau au poste de président de MPLA jusqu'à 1919. Même s'il ne se porte pas candidat aux élections 2007, il aura toujours le contrôle du parti. Et cela lui donnera, sans aucun doute, suffisamment de prérogatives pour pouvoir agir sur l'avenir du pays. Dans cette configuration, l'opposition n'aurait-elle plus qu'un statut de figurant? Si au Lesotho, Swaziland, Espagne, Royaume-Uni, Hollande, Suède, etc., dans toutes ces monarchies, les partis vainqueurs des élections, souvent en un seul tour, désignent le formateur qui, après tractation avec des partis à côté, souvent du même bord, forme l'exécutif qui gouverne le pays. Si c'est le cas chez les autres, on se demande que ça sera pour nous. Dans une république, chose publique, les choses ne se passent pas de la même façon. L'exemple de l'Afrique du Sud, retenu par le président angolais pour justifier son coup d'État constitutionnel, ne présente aucune similitude avec les cas angolais.
L'Afrique du Sud est un régime parlementaire. Le président est élu par le Parlement, qui est composé de deux chambres. La chambre basse, ou l'Assemblée nationale, et la chambre haute, qui est constituée par les conseils nationaux des provinces. Chaque province sud-africaine a sa propre assemblée provinciale et un conseil exécutif qui est présidé par un premier ministre. L'Afrique du Sud est donc un pays doté d'un système fédéral modéré. Un système que les Sud-Africains ont choisi pour deux raisons fondamentales. L'histoire du pays et la valorisation des acquis issus de la lutte contre l'apartheid. Ces deux facteurs ont été déterminants dans les années qui ont suivi la fin du système ségrégationniste du Sud-Africain. Aujourd'hui, la situation dans ces pays a beaucoup évolué. L'ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus le seul représentant du peuple noir en Afrique du Sud. D'autres partis, Inkatha et consorts politiques, rassemblent blancs, noirs, métis. Ces partis ont vu le jour et s'apprêtent à se disputer le suffrage des Sud-Africains aux prochaines échéances électorales. Ces partis politiques remettent en question le système électoral en vigueur dans le pays. La tendance pour les élections présidentielles au suffrage universel direct. Hélène Zille, dirigeante sud-africaine de l'Alliance démocratique, premier ministre du Cap occidental, est en première ligne dans la lutte pour cette réforme. Le débat autour de cette question s'élargit et l'élite politique sud-africaine réfléchit à la possibilité de faire évoluer ces modèles d'élection. Car le droit du peuple à choisir librement au suffrage universel direct son président était un droit inaliénable. Refuser ce droit à un peuple est une régression pour la démocratie. Donc, la comparaison que le pouvoir en place angolais aurait fait du système sud-africain, selon nos recherches, s'avère faux, car même les Sud-Africains, eux-mêmes, ils sont en train de dénoncer ce système, de supprimer le suffrage universel, que tout se passe au niveau du Parlement, car c'est une manière d'oublier le choix du peuple. À la lumière de ce qui précède, il n'est un secret pour personne que le parti au pouvoir en Angola depuis 1975 n'a ni la même histoire, ni le même rôle que celui joué par l'ancien dans sa lutte de libération en Afrique du Sud, par l'ANC. Quiconque s'y connaît tant soit peu en matière d'élection présidentielle peut comprendre que le modèle proposé par le président angolais ne serait-il pas une fuite en avant. À ce sujet, plusieurs explications tombent sous l'essence pour justifier cette dérogation. Mais, exceptionnellement, une seule paraît plus plausible. Selon les informations à notre possession, nous retenons celle de l'impopularité du locataire de la Cida de Alta. Car, selon les informations à notre position, si la popularité de son parti, qui continue à surfer dans le pays sur son image de mouvement de libération, est encore intacte, celle de son président est empêtrée dans des affaires de corruption et au plus bas. Rafael Marquez, un journaliste d'investigation très connu en Angola, n'a-t-il pas indiqué dans un de ses articles que l'épicentre de la corruption se trouverait à la présidence de la République, c'est-à-dire dans un endroit que le peuple considère comme un haut lieu de moralité. Dans ces conditions donc, comment peut-on demander à ce peuple qui vit dans la pauvreté, ce peuple qui lutte pour sa survie, d'accorder sa confiance à un candidat à la moralité douteuse? C'est de cette manière que est apparu dans la réflexion des hommes du président l'idée de tête des listes des élections législatives.
À cette disposition injuste, on a couplé aussi la CNL, Commission nationale électorale, un outil censé garantir une meilleure organisation des élections. Le recensement de la population, le registre des électeurs, l'élaboration des carnets électoraux, etc. Une commission qui, par sa nature, doit être impartiale. La CNE ne bénéficie pas à ce jour de la confiance de toute la classe politique du pays. Les rapports de force à l'intérieur de cette structure est de toute évidence en faveur du parti au pouvoir. Son architecture ne reflète pas l'esprit d'indépendance ni d'impartialité. Il est donc indispensable, très indispensable, de revoir pour les prochaines élections la composition de cette commission en y introduisant des personnalités indépendantes afin de garantir les droits et les libres choix des électeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. En Afrique, continent considéré par les observateurs de la politique internationale comme le moins démocratique de la planète, les droits du peuple à choisir leurs dirigeants par le biais d'une élection présidentielle est, nous semble-t-il, encore garantie, même si la transparence et la justesse, ça nous soulignons, même si la transparence et la justesse de ces élections sont souvent douteuses. Les cas récemment Guinée, Côte d'Ivoire, que sais-je encore, mais du moins ils ont été aux urnes. Ne pas déposséder le peuple de son droit des votes est un principe auquel tout le peuple, tous les pays plutôt, doivent souscrire. L'exemple de l'Ouganda ou du Rwanda, deux pays sous le régime totalitaire qui organisent quand même des élections présidentielles, est révélateur du respect du droit de vote des peuples. En Angola, si la République populaire n'existe plus, pensons-nous, l'esprit communiste des partis uniques serait très présent dans les méthodes de gestion de pays. Or, sachant que les élections sont un facteur d'union, il faudrait que chaque acteur politique abandonne un peu. Il faudrait que chaque acteur politique abandonne un peu de soi-même pour faire cette union.